Laurence, donc là, on a passé la frontière puisqu'on est en Meurthe-et-Moselle. Et Laurence, donc, est professeure. Elle est professeure à l'Université de Lorraine. Alors, elle est titulaire d'un doctorat en génie des procédés, mais également, eh bien, elle a un diplôme d'ingénieur de l'ENSIC. D'ailleurs, elle est enseignante à l'ENSIC. Elle effectue sa recherche au laboratoire réaction et génie des procédés et depuis mars 2023, elle est responsable de l'axe Perceval, qui signifie procédés pour l'environnement, la sécurité et la valorisation des ressources. Et donc, sa thématique de recherche, elle concerne les procédés de séparation. Alors, il y en a trois, pour simplifier: l'adsorption, l'échange d'ions et l'électrodialyse. Alors, appliqués à l'hydrométallurgie, mais également à la séparation des biomolécules. Évidemment, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ça va être l'hydrométallurgie et plus spécifiquement les procédés électromembranaires pour rester dans le thème. Donc, Laurence, c'est à toi pour une demi-heure de présentation. Ah, les aléas du direct. Laurence, on n'entend pas de son. Merci beaucoup Eric pour cette présentation. Et donc, est-ce que au niveau du visuel, est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Attendez, que je vais reprendre, mais qui Oui, défile plus. on n'est pas sur la première slide, mais en revanche, on voit. Oui, il faut que je revienne sur la première slide voilà, ça y est, qui veut bien défiler. Donc, c'est tout bon d'un point de vue technique? Oui, super. Oui. Merci beaucoup. Donc, le travail que je vais présenter a été réalisé en collaboration avec Alexandre Chagne du laboratoire Géoressources. Et les résultats que je vais présenter sont issus d'une part de la thèse de Soukena Badreddine, du postdoctorat de Soumaya Akmar et du stage de master de Lucas Simarelli. Donc, alors, euh, au niveau en fait du contexte de ce travail. Notre travail, en fait, quand on regarde l'ensemble des opérations et des étapes qui sont réalisées pour le recyclage des batteries, notre travail intervient après l'étape de lixiviation. Et nous nous sommes fixés trois objectifs. Le premier est de voir s'il est possible de séparer et de purifier le lithium en amont des étapes de récupération du cobalt, du nickel et du manganèse. Le deuxième objectif que l'on aimerait essayer d'investiguer est de voir s'il est possible d'obtenir du lithium relativement concentré. Et enfin, le troisième objectif est d'essayer de voir si on peut récupérer le lithium sous forme LiOH. Alors pour cela, nous avons exploré les potentialités des procédés électromembranaires. Alors, si on considère le premier objectif que nous nous sommes fixés, à savoir la séparation du lithium, en amont de celle de cobalt, nickel, manganèse. Donc l'objectif va être de séparer ces différentes espèces. Alors si on analyse la stratégie à adopter dans le cadre d'un procédé électromembranaire, il faut bien voir que la première racine du mot, c'est électro. Donc, si l'on étudie la première stratégie, on se dit, en fait, dans ce procédé électro quelque chose, la force motrice, en fait, le principe de base des mécanismes de transfert, ça va être le transfert des ions dans un champ électrique. Si on considère cet aspect, ben, en fait, aussi bien le lithium que le cobalt, le nickel et le manganèse sont cationiques, donc ils vont tous migrer dans la même direction vers la cathode. Donc la séparation ne peut pas être apportée par ce volet-là. Mais dans électromembranaire, on a aussi le mot membranaire. Donc, dans les dispositifs, il y a des membranes, donc notamment des membranes qui vont laisser passer de façon sélective certains ions. Donc, on a des membranes échangeuses, par exemple, de cations, qui laissent passer de façon sélective les cations. Et dans cette catégorie, il existe des membranes
ou du moins elles sont en développement, qui sont sélectives au passage de cations monovalents. Donc, l'idée va être de générer cette séparation par l'utilisation de membranes sélectives aux cations monovalents. Donc, c'est la première voie que nous allons explorer. La deuxième voie que nous allons explorer met en jeu l'utilisation de membranes conventionnelles, donc de membranes qui vont laisser passer tous les cations. Donc ce n'est pas sur la membrane que nous allons pouvoir générer une séparation, mais dans ce cas, l'idée, ça va être plutôt de jouer sur le mot électro et d'avoir des charges différentes d'une part pour le lithium et d'une part pour le cobalt, nickel et manganèse. Et donc l'idée est de mettre un milieu chélatant qui va sélectivement complexer le cobalt, le nickel et le manganèse sous une forme anionique. Donc ça, c'est les deux voies. Pour commenter le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, qui est d'explorer en fait, les possibilités de concentrer le lithium, il faut savoir que la force motrice dans ces procédés, donc elle est liée au champ électrique, et donc le mécanisme mis en jeu, c'est de la migration. La migration va permettre aux ions de migrer d'un milieu dilué à un milieu concentré. Donc, c'est une technique qui va permettre de concentrer. Certes, il y a aussi un autre mécanisme de transfert qui est la diffusion, la rétrodiffusion d'un milieu concentré vers un milieu dilué. Mais en fait, dès lors que l'on choisit des conditions opératoires qui permettent à la migration d'avoir un ordre de grandeur supérieur à la rétrodiffusion, on pourra concentrer. Donc c'est aussi un volet qui sera exploré. Si l'on regarde maintenant le troisième objectif que nous nous sommes fixés, qui est de pouvoir jouer sur la spéciation et de récupérer le lithium sous forme LiOH, notre objectif est de le récupérer, bien sûr, sous cette forme, sans ajout de base chimique. Il ne s'agit pas d'ajouter de la soude ou d'autres cations. Donc, la question que l'on se pose, c'est comment générer des ions OH- sans introduire le cation correspondant. Alors, la première voie, c'est celle sur laquelle repose la notion d'électrolyse, dans la mesure où, effectivement, dans le compartiment de récupération du lithium, dans un premier temps, on peut tester en mettant tout simplement, si on a une cathode, on a des arrivées d'électrons, voilà, sur une cathode, et la réduction de l'eau va permettre d'obtenir du dihydrogène et des ions OH-. Donc, on va pouvoir effectivement, par ce premier biais que l'on va tester, générer de l'hydroxyde de lithium. La deuxième voie, en fait, est celle qui correspond à ce que l'on appelle de l'électrodialyse à membrane bipolaire. Et l'idée, cette fois-ci, est de générer des ions OH- par un mécanisme différent. Il s'agit de les générer par une dissociation de l'eau. Alors, si l'on regarde ici de façon plus sur cette image la représentation d'une membrane bipolaire, une membrane bipolaire est constituée de deux membranes accolées. D'une part, une membrane échangeuse d'anions, donc il s'agit d'une membrane qui ne laisse passer que les anions, et d'autre part, d'une membrane qui, elle, ne laisse passer que les cations. Au cœur de cette membrane, on peut avoir une diffusion d'eau. Au cœur de cette membrane, il y a également un catalyseur qui va favoriser aussi la dissociation de l'eau. Si l'on considère l'équilibre de dissociation d'eau, il s'avère que dans un champ électrique, cet équilibre va être déplacé parce que les produits de la réaction, les ions H+ et OH-, vont être respectivement pour les protons attirés, donc voilà, tout ce qui est cationique va être attiré vers la cathode, tout ce qui est anionique à travers la membrane échangeuse d'anions va être attiré vers l'anode.
de telle sorte que dans un empilement qui met en jeu ce type de membrane, on va pouvoir produire d'un côté, donc, on va pouvoir alcaliniser d'un côté, et de l'autre, on va pouvoir acidifier. Donc, ce type de procédé, l'électrodialyse à membrane bipolaire, trouve beaucoup d'applications, notamment dans des applications environnementales, parce qu'à partir d'un sel, par exemple NaCl, vous allez pouvoir produire la soude NaOH et l'acide HCl correspondant. Donc, comment... alors maintenant, quel est l'aspect aussi qui s'avère intéressant au niveau de la comparaison de ces deux modes pour produire des ions OH-? Lorsque l'on produit des ions OH- par un processus d'électrolyse, c'est une réaction qui a lieu sur une électrode. Donc en fait, on va pouvoir ne le faire qu'au niveau d'une électrode. Donc nous, le système expérimental dont on dispose, c'est un empilement un peu classique. On ne va pas pouvoir mettre des électrodes intermédiaires. Alors il existe des systèmes de la sorte, mais un peu spécifiques en fait, hein. Donc, en gros, avec un processus d'électrolyse, on ne produit des OH- qu'au niveau de l'électrode. L'avantage du processus d'électrodialyse à membrane bipolaire. Il faut bien voir que le dispositif expérimental que nous avons utilisé, nous avons un motif élémentaire qui va produire des ions OH-, donc avec ces membranes bipolaires dans le champ électrique. Toutefois, l'idée dans un procédé d'électrodialyse, c'est de pouvoir faire des empilements et de pouvoir reproduire un grand nombre de fois ces différents modules élémentaires. Et on voit bien qu'avec une membrane bipolaire, on va pouvoir faire des empilements et reproduire de nombreuses fois ce module élémentaire de telle sorte qu'on va pouvoir augmenter, bien entendu, le, le flux que l'on va pouvoir traiter, puisqu'on va pouvoir introduire les solutions à traiter dans chacune des cellules élémentaires. Et donc, l'avantage qui est cette notion ici d'empilement. Alors, pour expliciter notre protocole et la façon avec comment on peut faire cet empilement, je pense qu'on peut bien le comprendre en regardant le dispositif expérimental. Alors, ce dispositif, il a été entièrement conçu et réalisé par le service d'études et de réalisation mécanique du LRGP. Donc, il est conçu de la façon suivante. Au niveau de la première partie donc de l'électrode, on a un premier compartiment avec une électrode qui est constituée d'une grille en titane platiné. Ce premier compartiment, en fait, l'atelier nous a fait un système où on vient faire les empilements dans un support en aluminium où on va empiler comme un millefeuille. Donc, la première cellule constituée de l'électrode vient être encastrée ici et calée dans le dispositif. Ensuite, on va mettre une membrane, donc on découpe des membranes de telle sorte qu'elles viennent sur le bord entre deux joints toriques pour assurer l'étanchéité. Et ensuite, on vient au fur et à mesure mettre les cadres successifs sur le dispositif. On va ainsi, dans le dispositif, pouvoir empiler les cadres successifs en intercalant des membranes. La dernière étape est de mettre le dernier cadre avec la deuxième électrode et un système de dispositif permet de maintenir l'ensemble des pièces. Ensuite, le système fait qu'on peut basculer sur un pied pour mettre le dispositif de façon verticale. Dans chacune des cellules, on a des circulations indépendantes des solutions. Et au niveau des extrémités ici, qui sont sur les différentes grilles, on peut ici, vous voyez, connecter un système de galvanostat, potentiostat. Donc on peut voir ici le dispositif complet
lorsque nous avons traité nos lixivias. Donc, le lixivia va recirculer, donc on travaille en batch. Le lixivia, donc on a une pompe pour chacun des circuits, va recirculer ici dans le compartiment correspondant, et il en est de même dans chacun des compartiments. On dispose par ailleurs d'un thermocryostat pour pouvoir réfrigérer. On ne voit pas très bien, mais c'est un bécher avec une double enveloppe pour pouvoir réfrigérer aussi les solutions. Donc, afin de caractériser les performances du système, de façon générale, en électrodialyse, il y a tout un ensemble de paramètres qui peuvent être mesurés. Par souci de simplification, dans la suite, je me focaliserai uniquement sur une grandeur que j'ai appelée donc le rendement faradique en lithium. Il s'agit en fait de la fraction du courant électrique, ou si vous préférez, de la fraction des coulombs pour lesquels on va devoir payer, qui sont utilisés pour transférer le produit d'intérêt, le produit cible, donc pour transférer le lithium du lixivia vers le compartiment de récupération du lithium. Alors, au niveau des résultats expérimentaux, donc la première architecture étudiée, donc qui a été étudiée dans le cadre du postdoctorat de Soumaya Kmar, était donc le montage des différentes cellules ici était disposé de telle sorte que l'on introduisait donc le lixivia dans ce compartiment central. Si on fait l'hypothèse, et de ce qu'on espérait, que la membrane ici échangeuse de cations était une membrane sélective aux cations monovalents, on espérait que seul le lithium passe dans le compartiment de récupération et que donc le cobalt, nickel et manganèse restent dans le compartiment central. L'obtention de LiOH était faite ici par un processus d'électrolyse. Ce graphique présente donc l'évolution des concentrations dans le compartiment de récupération du lithium en fonction du temps. Alors, nous pouvons observer en rouge l'évolution donc de la concentration en lithium dans ce compartiment en fonction du temps. Et malheureusement, effectivement, nous pouvons observer que en bleu le cobalt et puis le nickel, et en vert le manganèse vont effectivement aussi passer dans ce compartiment. Alors on pourrait avoir une première réflexion qui se dise bah non, non, ça va pas. Mais en fait, si on regarde, les résultats sont malgré tout intéressants parce que si on compare la concentration que l'on avait initialement dans le lixivia, on peut voir qu'on avait une concentration massique en lithium qui était à peu près 3 fois plus petite, par exemple, que celle du nickel. Dans la solution que l'on récupère d'un point de vue massique, on a une concentration en lithium qui, elle, devient 2 fois plus grande. Donc, on a malgré tout un enrichissement. Et si on considère en termes de rendement faradique, en faisant les calculs, parce qu'effectivement, il faut passer en rendement faradique plutôt à des concentrations molaires, donc on voit que c'est pour ça qu'on a un résultat plus favorable. À peu près 68% du courant est utilisé pour le transfert du lithium et environ, vous voyez, 9% pour celui, par exemple, du cobalt et du manganèse. Donc, malgré peut-être une certaine déception liée au fait que la sélectivité n'est pas parfaite, ce procédé s'avère quand même intéressant pour enrichir en lithium. C'est la raison pour laquelle l'étude a été poursuivie. Alors, lorsque nous avons poursuivi l'étude, nous avons donc essayé de travailler sur une durée plus importante. Et là, nous avons rencontré une autre difficulté, c'est qu'au bout d'un certain temps, quand on laisse tourner longtemps l'installation, on s'est rendu compte qu'on avait, et dans la mesure où la cellule est transparente, ça se voyait très bien, un précipité d'hydroxyde métallique qui se formait sur la membrane. Et là, on a suspecté que l'on n'avait pas bien géré le courant limite.
Alors certes, il s'agissait d'une erreur, mais je tiens à partager la raison pour laquelle nous avons fait cette erreur et expliquer la difficulté qui est liée à la gestion du courant limite quand on utilise ce type de membrane. Alors, pour expliquer cela, il faut revenir un petit peu à la compréhension de l'origine de ce qu'on appelle le courant limite en électrodialyse, qui est un paramètre absolument essentiel. Si on considère ici notre membrane, donc là, en l'occurrence sélective aux cations monovalents, on va essayer de regarder comment se comportent les profils de concentration de ce cation monovalent. Donc ce cation monovalent, il va donc migrer vers la cathode. Donc on voit le sens de migration. Ce qui s'avère, c'est que le flux de migration de ces cations monovalents, il est beaucoup plus grand dans la membrane que dans la solution à proximité de la membrane. Pourquoi? Parce que par migration au niveau de cette membrane, le seul porteur de charge, les seuls porteurs de la charge sont les cations monovalents. Donc dans cette membrane, le courant que l'on impose, nous on travaille à courant imposé, est intégralement transporté par ces cations monovalents. Par contre, dans la solution, le transport du courant, il est assuré par l'ensemble des ions présents, l'ensemble des anions, l'ensemble des cations, et dans les cations, les monovalents et ceux de valence différente. De ce fait, en raison de cette différence de flux, d'un point de vue naturel, on voit bien que, là j'ai mis pour le lithium, mais c'est pour les monovalents, dès lors que le transport est plus rapide dans la membrane que dans la solution, à proximité de la membrane va s'installer en fait un déficit. La concentration est plus faible à proximité de la membrane que dans la solution. Il s'établit donc un gradient de concentration. Ce gradient va avoir un impact qui nous intéresse, c'est que grâce à ce gradient va s'ajouter un deuxième type de flux qui est un flux par diffusion, qui va compenser quelque part le manque de la migration. Toutefois, il faut s'avérer qu'au fur et à mesure que le courant augmente, au fur et à mesure, la concentration à l'interface va diminuer. Et puis on va atteindre un cas limite, c'est qu'une fois que cette concentration sera nulle, en fait, on va atteindre ce qu'on appelle le courant limite, parce que de toute façon, même le relais de la diffusion, il ne pourra jamais aller au-delà. Et donc, quand on atteint le courant limite, ben, on impose au niveau de la membrane un transfert de cations monovalents. Il n'y en a plus suffisamment dans la solution. Donc, la nature, elle a trouvé la solution. Elle va dissocier l'eau. Donc, à la surface de la membrane, vous avez une dissociation de l'eau qui va permettre aux protons ici d'assurer le transport du courant. Mais malheureusement, ben, les ions OH- ici ils vont s'accumuler. Et dans le cas spécifique des membranes sélectives aux cations monovalents, dans la mesure où les divalents, eux, par migration, sont arrivés proches de la membrane mais qui ne sont pas passés, ben voilà, vous avez deviné le souci, c'est que ben, les divalents, en présence d'ions OH-, ils vont demander qu'une chose, ben, ils vont précipiter. Ça veut dire que ce type de membrane peut avoir des usages extrêmement intéressants, mais il faut être très très vigilant pour ne jamais dépasser le courant limite, parce que dès que vous allez même approcher le courant limite, vous n'avez pas vraiment de marge de manœuvre. Très rapidement, vous allez précipiter des hydroxydes sur la membrane. Donc, la conclusion, c'est que ce type de procédé est intéressant, mais il est adapté pour des fenêtres de tir où le ratio divalent sur monovalent n'est pas trop important pour éviter, si vous voulez, qu'il y ait qu'une très faible fraction du courant ici qui puisse être utilisée par les ions monovalents. Donc, à titre d'exemple, nous avons fait une expérience un peu différente. Nous avons fait une étude avec une prépurification et avec, si on fait une prépurification avec les mêmes ordres de grandeur en concentration de lithium et de manganèse, on voit un enrichissement très intéressant malgré tout en lithium
Et on a pu travailler dans ces conditions-là, avec des courants limites qui sont cette fois-ci beaucoup moins petits. Donc on peut travailler avec des courants beaucoup plus importants et on n'a pas eu de problème de précipitation. Donc ce type de membrane n'est pas écarté complètement, mais clairement il n'est pas adapté au type d'objectif que l'on s'était donné initialement de travailler directement sur un lixivia. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous avons été conduits à poursuivre l'étude en utilisant une autre voie différente qui consiste à faire la séparation en allant sur des directions ici différentes et en complexant le cobalt, le nickel et le manganèse. Alors, pour pouvoir avoir ça, la première étude qui a été réalisée, donc cette fois-ci ce travail a été réalisé est réalisée dans le cadre de la thèse de Soukaina Badreddine. La première approche a été de faire des études de spéciation pour voir en milieu acide citrique, nous avons choisi comme chélatant l'acide citrique, quelle était la condition pour que le cobalt, nickel et manganèse, donc là j'ai juste représenté le cobalt, soit complexé et aux mêmes conditions de pH, le lithium, lui, reste cationique. Il s'est avéré que cette condition est remplie si on est à pH 5. Dans la mesure où on doit intégrer un procédé dans un procédé global, il ne s'agissait pas de faire cette étude de façon déconnectée. Et toute la première partie de la thèse de Soukaina a consisté à trouver des conditions de lixiviation qui permettent d'obtenir un lixivia à pH 5. Et effectivement, Soukaina a pu trouver de telles conditions. Donc, c'est compatible avec une opération amont dans le procédé. Donc, dans le cadre de ces conditions, les expériences ont donc pu être réalisées dans la cellule en introduisant ce lixivia à pH 5. Et en fait, sous l'effet du champ électrique, on a pu recueillir au fur et à mesure des échantillons dans chacun des compartiments de part et d'autre. Nous pouvons observer les échantillons ici prélevés du côté de la récupération de l'hydroxyde de lithium. Et l'analyse de ces échantillons montre l'évolution du nombre de moles de lithium récupérés au cours du temps. Dans ces échantillons, de façon systématique, les concentrations en cobalt, nickel et manganèse ont été mesurées et il s'avère qu'elles sont rigoureusement nulles, ce qui d'ailleurs se voit au niveau de la coloration en fait, hein. Donc on obtient un hydroxyde de lithium qui est parfaitement pur. Le calcul de rendement faradique, mais vous voyez, qui a été fait sur une période relativement courte, était de l'ordre de, vous voyez, de 78% pour la récupération du lithium. En ce qui concerne la récupération des métaux qui sont ici, que l'on peut voir en photo dans le compartiment ici de récupération, en fait, le dosage de lithium dans ces échantillons montre que la concentration en lithium est parfaitement nulle dans ces échantillons, donc il n'y a aucune perte de lithium dans ces échantillons. Donc en fait, la preuve de concept s'est avérée extrêmement intéressante et il s'avère donc intéressant de poursuivre justement pour mieux maîtriser et optimiser le procédé. Alors pour réaliser toute cette optimisation, afin de simplifier les expériences, Soukaina a été amené à rechercher en fait une solution synthétique qui soit quand même plus facile à préparer que le lixivia, hein, qui demandait à utiliser un réacteur de lixiviation pour chaque étape. Et donc, il s'est avéré qu'en préparant une solution qui a la même concentration en lithium que le lixivia, mais où on a introduit simplement de l'hydroxyde de cobalt avec une concentration en cobalt qui correspond à la somme de tous les autres divalents. En fait, donc, on peut avoir des résultats analogues. Donc, avec ces solutions synthétiques, une approche extrêmement détaillée pour étudier l'ensemble des paramètres a été réalisée dans le cadre du stage de Master 2 de Lucas Cimarelli, qui de ce fait pouvait préparer directement les solutions synthétiques et qui a tout d'abord
pu montrer en fait l'analogie des résultats aussi entre la solution synthétique et le Lixivia. Et il a obtenu, en fait, avec les expériences réalisées dans les mêmes conditions que celles de Sukena, des rendements faradiques de l'ordre de 76%, qui était de 78% avant. Euh, il a pu récupérer et il a pu poursuivre les expériences justement de façon plus longue. Donc pour les expériences par exemple qui ont été réalisées ici en diminuant progressivement le courant, là il a pu récupérer facilement environ 50% du lithium. Donc les travaux de Lucas ont permis aussi d'essayer de mieux comprendre l'ensemble des paramètres qui pouvaient avoir une influence sur la durée de vie des membranes. Donc, de façon tout à fait normale, un paramètre essentiel est le contrôle de la température. Ensuite, bien entendu, hein, ce paramètre dont on a parlé, d'assurer une bonne maîtrise du courant limite, puisqu'au fur et à mesure que on a un appauvrissement en lithium du Lixivia, forcément, il faut progressivement diminuer le courant limite, puisque la concentration en lithium diminue. Et enfin, Lucas a vraiment mis en évidence qu'il y avait un paramètre essentiel à bien suivre, qui est, au cours du temps, de suivre le contrôle de la concentration résiduelle en acide citrique dans le lixivia. Parce que effectivement, le- sous l'effet du champ électrique, les citrates vont migrer dans le compartiment de récupération, mais il s'avère qu'en solution, on a aussi les différentes formes de l'acide citrique qui sont aussi anioniques et qui migrent également et qui vont engendrer un appauvrissement de l'acide citrique dans le compartiment central et qui, au bout d'un moment, hein, donc au-delà des 47% qu'il avait obtenu lors de la première expérience, cet appauvrissement en acide citrique fait que la concentration d'acide citrique n'est plus suffisante pour assurer la complexation du cobalt et qu'en fait on se retrouve finalement avec une forme du cobalt qui va pouvoir précipiter. Donc il a également eu la joie de pouvoir observer la formation précipitée d'hydroxyde de cobalt sur la membrane, mais clairement on a bien compris, si on contrôle correctement la concentration en acide citrique, le problème ne se trouve pas. Et donc ensuite, la suite des expériences a pu être faite en reproduisant des conditions analogues, mais avec un système, cette fois-ci, d'électrodialyse à membrane bipolaire. Donc le dispositif ressemble toujours, si vous voulez, au précédent. La seule différence, donc les expériences, elles ont été faites avec des systèmes à membrane bipolaire, avec uniquement un motif élémentaire. Et en fait, on voit de façon analogue à précédemment que dans le compartiment ici de circulation du Lixivia, ici, vous avez le compartiment de récupération du lithium. Au coup d'œil, déjà, on sait très bien que on a quelque chose de pur et que vous n'avez pas du tout de passage de cobalt parce que le cobalt a une coloration très rose prononcée dès qu'on en a un tout petit peu. Donc, à nouveau, il a récupéré du lithium parfaitement pur. La récupération du cobalt, là, se fait donc de façon bien sélective de ce côté-là. Et il a en fait à nouveau obtenu des rendements faradiques, oui, très proches de ceux qu'on avait précédemment, hein. Dans les expériences précédentes, on avait des rendements faradiques de lithium de l'ordre de 76%. Alors, ça a été fait, si vous voulez, j'ai pas mis de barre d'erreur, hein. Mais on voit qu'on est très proche du 75,6%. Juste pour une remarque pour valider les résultats, à chaque fois, les dosages du lithium sont faits d'une part pour l'appauvrissement du lixivia, donc qui sont en orange, et pour le nombre de moles de lithium qui est passé dans le compartiment de récupération. Donc on voit un petit peu la marge d'erreur, mais quelque part, donc les rendements ont été calculés avec le compartiment de récupération. Donc, pour conclure, en fait, on voit que avec les dispositifs, avec une membrane sélective aux cations monovalents, c'est un dispositif
qui peut être intéressant, mais qui n'est pas adapté à l'objectif que l'on s'était donné, parce qu'il n'est adapté que si on a un ratio de divalent sur monovalent qui n'est pas trop grand. Donc, c'est une niche d'application. La niche d'application serait plutôt en fait sur des solutions où des prépurifications ont été faites pour enrichir, mais cela reste malgré tout intéressant. Et bien entendu, le point clé, la pureté de la solution qu'on va pouvoir obtenir, elle dépend de la sélectivité des membranes. Et il est clair qu'il y a à l'heure actuelle un gros défi dans le développement de membranes qui soient plus sélectives au lithium. Et c'est quelque chose qui, de toute façon, est appelé à progresser dans l'évolution des matériaux. Donc, c'est certainement un procédé qui a de l'avenir grâce au développement des matériaux, hein. C'est toujours l'association matériaux-procédés. En ce qui concerne l'utilisation de milieux chélatants, ben, en fait, une des contraintes principales, c'est de pouvoir conserver un milieu qui maintient la spéciation des divalents, le contrôle de la concentration en acide citrique. Alors, en ce qui concerne le pH, j'en ai pas tellement parlé, mais alors ça marche relativement bien parce que en fait, l'acide citrique en fait a différents pKa et on travaille proche d'un pKa. Donc, la solution d'acide citrique que l'on a introduite pour ce milieu a un pouvoir tampon. Donc, de ce côté-là, ça marche très bien. Le pH reste très stable. Donc, si la concentration d'acide citrique est bien maintenue, la spéciation est maintenue parce que le pH est maintenu grâce à ce pouvoir tampon. Et ce qui est assez, je dirais, vraiment, de ce point de vue-là, une conclusion très intéressante, c'est qu'on obtient une solution d'hydroxyde de lithium extrêmement pure. Et pour conclure, s'il s'agit de ma dernière slide, en fait, on voit que on va pouvoir, si on veut augmenter la production, on peut augmenter la capacité de production en utilisant des dispositifs qui permettent des empilements, des stacks, grâce à l'utilisation de membranes bipolaires. Donc la suite, c'est vraiment d'optimiser, d'améliorer le taux de récupération. Les expériences préliminaires montrent qu'on peut aller un petit peu au-delà de 50%. Ce qui est clair, c'est qu'un procédé d'électrodialyse n'est pas un procédé qui va traiter la totalité, hein, puisqu'en fait, c'est par définition, il faut garder une certaine conductivité. Donc, ça veut dire que le développement du procédé s'accompagne d'une étude globale des différentes opérations pour voir éventuellement où on peut avoir une boucle de recyclage. Et enfin, l'autre point, c'est de voir quel facteur de concentration on peut atteindre. Pareil, les études préliminaires ont montré que on peut facilement passer d'une concentration de 3 grammes par litre en lithium à une solution à 10 grammes par litre en lithium sous forme LiOH. Je ne sais pas encore pour l'instant si on peut aller au-delà et les études futures vont nous permettre d'investiguer cet aspect. Et je vous remercie pour votre attention.